Oui, merci beaucoup pour cette invitation. Alors, je vais me permettre un petit rappel sur le syndrome des antiphospholipides pour qu'on parle exactement tous de la même chose. Je vous rappelle qu'il y a des critères cliniques et biologiques pour poser le diagnostic de syndrome des antiphospholipides. Au plan clinique, c'est une thrombose, qu'elle soit veineuse ou artérielle, ou une morbidité obstétricale, notamment les fausses couches répétées, les morts fœtales ou les pathologies placentaires comme la prééclampsie ou le HELP. Et puis, il faut aussi un événement clinique qui est un anticorps. Il y en a 3 à retenir, les 3 à faire, mais ça suffit cela, il n'y a pas besoin d'en faire d'autres, sauf pour de la recherche. Les anticorps anticardiolipine, anti-bêta-2-GP1 et l'anticoagulant circulant lupique. Je rappelle également que ces anticorps doivent être contrôlés à 12 semaines d'intervalle pour retenir fermement le diagnostic, parce que s'ils sont présents juste une fois, ils n'ont pas de valeur pathologique. Donc on parle de syndrome quand il y a l'événement clinique plus la biologie. Il y a une notion qui est assez récente et qui est de plus en plus importante, c'est la notion de triple positivité pour la biologie. C'est les patients qui vont avoir les 3 anticorps dont je viens de parler et qui sont clairement des patients qui ont un pronostic qui est moins bon et qui font des manifestations plus graves. Alors en fait, effectivement, le concept de phénotype dans le syndrome des antiphospholipides, il est également de plus en plus important. Et on va aller vers une gravité croissante si on part de la patiente qui fait juste des fausses couches à celle qui fait plutôt le HELP à 22 semaines, aux patients qui thrombosent en veineux, et les pires sont ceux qui thrombosent en artériel. Et on dit que classiquement, quand on thrombose en veineux, on va rethromboser en veineux, et en artériel, on va rethromboser en artériel, bon, sachant qu'il y a quand même des patients qui font l'un et l'autre. Pour ce phénotype artériel, qui est celui qui est finalement celui qui pose le plus de problèmes, c'est des patients qui thrombosent souvent au niveau cérébral avec des AVC chez des gens jeunes, une femme de 25 ans qui fait un AVC, ça peut tout à fait être ça, qui du coup ont aussi souvent un peu de commitialité, qui ont une valvulopathie, ce que vous avez appris comme l'endocardite de Liebman-Sachs, qui ont souvent un livédo, qui peuvent avoir fait une chorée, qui ont souvent aussi un petit peu de thrombose intrarénale avec de la MAT au niveau rénal qui va se manifester cliniquement par une hypertension, une créata 100, un tout petit peu de protéinurie. Des patients qui ont souvent 90 000 plaquettes, par exemple, qui ont donc aussi, c'est dans ce groupe-là qu'on trouve le plus de patients triple positifs, et puis c'est ceux-là qui risquent de faire un syndrome catastrophique encore plus que les autres, même si tous peuvent en faire. Alors au plan traitement, juste aussi un mot en pratique dans le syndrome des antiphospholipides, que ce soit clair, un patient qui a juste des anticorps, donc il n'y a pas le syndrome, ou une patiente qui a juste fait les problèmes obstétricaux, c'est des malades qu'on met sous aspirine en rajoutant du Lovenox dans les situations à risque de thrombose pour tenter de prévenir la phlébite, sachant qu'ils sont à risque de ça. Et puis ceux qui ont thrombosé, que ce soit en artériel ou en veineux, ils sont sous AVK avec un INR qui varie, personne n'est d'accord, mais en gros c'est entre 2 et 3,5. Et puis bien sûr des patients qu'on prend en charge, notamment sur l'éducation sur les AVK. Voilà, donc ça c'est le syndrome des antiphospholipides, et puis je vais vous montrer ce que ça peut donner. Donc là c'est une patiente de 30 ans qui a comme antécédent une thrombose de l'artère sous-clavière gauche à l'âge de 20 ans, donc vous voyez bien un événement inhabituel qui a donné lieu à un diagnostic de syndrome des antiphospholipides, parce qu'il y a une triple positivité, anticoagulant circulant, anticardiolipine, anti-bêta-2-GP1. Elle est sous AVK, avec un objectif d'INR, moi je ne la suivais pas à l'époque, qui était élevé, mais tout se passe très bien pendant 10 ans. Elle est enceinte. Donc là, quand ce type de grossesse, on arrête les AVK au moment de la grossesse, qu'on remplace par une HBPM efficace et de l'aspirine à dose antiagrégante. Et puis, comme elle avait un peu de biologie lupique, on rajoute du plaquenil, de l'hydroxychloroquine, qui a possiblement aussi un intérêt pour la partie antiphospholipide. Bon, et donc sa grossesse se passe bien jusqu'à 24 semaines où il y a une douleur de l'hypochondre gauche. Puis c'est vrai qu'à ce terme-là, en fait, les obstétriciens sont moins alertés qu'ils ne l'auraient été probablement plus tard. Donc cette douleur, ça traîne, elle va plusieurs fois voir des médecins, elle va aux urgences, pas de diagnostic, jusqu'à 25 semaines d'aménorrhée où vous voyez qu'elle a bien sûr une prééclampsie, pas beaucoup de doutes diagnostiques, et qu'elle a également un HELP syndrome complet, avec, vu le terme et la sévérité du tableau, pas d'autre option qu'une interruption médicale de grossesse. On comprend sa douleur, alors que c'est une patiente qui est particulièrement adhérente. Vous voyez qu'elle a fait un infarctus splénique, alors même qu'elle était sous Lovenox à dose efficace et aspirine à dose antiagrégante. Et c'est effectivement typique du syndrome des antiphospholipides. Il ne faut pas vous arrêter à un INR à 2,5 pour vous dire c'est bon, c'est pas de la thrombose. Ben si, ils peuvent tout à fait thromboser sous ce traitement. Donc elle a fait un infarctus splénique, après cet accouchement, l'héparine est tout de même maintenue, même si ça a forcément été un petit peu sauté, l'aspirine est arrêtée, elle s'améliore, tout se corrige en 48 heures, sauf que à J3, elle a une dyspnée. Bon, vous en doutez, je vous demande même pas ce qu'on fait, donc on commence par un angioscanner qui élimine l'embolie pulmonaire. Donc après on va voir le cœur, elle a une fraction d'éjection qui commence à être altérée, elle a une choro qui ne montre rien. Et puis, alors c'est pas elle, parce que j'ai pas des photos, mais elle a ce type de lésion, donc vous avez fait le diagnostic d'hémorragie sous-inguéale en flammèche, comme vous pouvez voir là, qui sont en fait, le terme c'est hémorragie, mais en pratique c'est de la microthrombose.
Et elle a ce type de lésion aussi. Ça, c'est quelque chose qui partira très rapidement une fois qu'elle sera traitée, sans laisser aucune marque. Et si on biopsie, c'est de la microthrombose. Et donc, elle a un syndrome catastrophique des antiphospholipides qui démarre. Et vous voyez que ça va vite, le temps qu'elle soit transférée, etc. Elle va d'abord en cardio, puis comme la fraction d'éjection s'est altérée, elle monte en réanimation. Et vous voyez que dans l'espace de la journée, elle a installé un tableau avec une fraction d'éjection qui n'est plus qu'à 15%. Les plaquettes qui s'étaient normalisées sont à nouveau à 40 000, enfin ont descendu très bas. Et puis là, pour la petite histoire, on lui pose une voie, enfin pas moi, hein, mais elle a une voie artérielle du bras gauche, plus de pression, donc on se pose la question de l'ECMO, et puis quelqu'un quand même réfléchit que ben non, elle avait fait sa thrombose artérielle du bras gauche 10 ans avant, et que c'est pour ça, bon bref, de ce point de vue-là, ça va. Et pour vous montrer aussi comment ça évolue, c'est que là, le diagnostic est donc fait très rapidement, donc elle a les traitements. On va y revenir, mais on a le choix entre échange plasmatique immunoglobulines, là elle a des immunoglobulines, des corticoïdes, de l'héparine, et on reprend l'aspirine. Elle complète son tableau, c'est des patients qui ont quasiment constamment une atteinte rénale, et de l'atteinte rénale c'est de la MAT, donc c'est de l'hypertension. Donc elle devient hypertendue, ce qui manquait, et puis elle développe l'insuffisance rénale je crois qu'au bout de 2-3 jours, elle doit être dialysée pour une insuffisance rénale complète. Et puis, par contre, une fois que le traitement est mis en route, eh bien, les choses régressent très rapidement parce que vous voyez qu'à J6 du début de ce tableau, ses plaquettes sont normales, sa créate est à 65, elle a une fraction d'éjection quasi normale qui va se normaliser dans le mois qui suit, et elle a même refait après une grossesse. Donc ça, c'est un autre problème qui s'est finalement bien passé. Mais vous voyez que c'est des tableaux qui peuvent être parfois, effectivement, le terme catastrophique porte bien son nom, ça peut être catastrophique, mais si vous mettez un traitement, ça peut aussi très vite aller bien. Alors le CAPS, c'est connu maintenant depuis une vingtaine d'années. En gros, c'est de la thrombose un peu partout dans les petits vaisseaux qui entraîne en général une défaillance multiviscérale, mais on peut bien sûr faire le diagnostic avant. Donc c'est classé dans les maths. Ça représente 1% des syndromes des antiphospholipides. Alors ça dépend de son recrutement. Si on a des patients plutôt graves, les phénotypes artériels avec triple positivité, etc., c'est même probablement au-dessus de ça. Il y a un registre international depuis 2000, c'est là-dessus qu'est basée la majorité des éléments que je vais vous montrer dans cette présentation, avec actuellement environ 500 patients qui sont inclus là-dedans. Alors il y a des critères de classification. Ces critères de classification disent qu'il faut l'atteinte d'au moins 3 organes en moins d'une semaine, donc ça doit être effectivement très rapide, qui sont idéalement confirmés par l'histologie, mais en pratique, à part si elle a une atteinte cutanée qu'on pense à biopsier parce qu'on a envie de faire joli, en pratique, on n'a pas souvent une confirmation histologique parce que, comme l'a souligné Bertrand, quand le patient a 40 000 plaquettes, que les choses vont mal, qu'il est hypertendu et qu'il a cette atteinte-là, on n'a pas très envie d'aller biopsier les reins pour confirmer le tableau quand le diagnostic est évident. Et bien sûr, c'est des patients qui doivent avoir une biologie antiphospholipide. Alors la physiopathologie, je vais aller très brièvement, je vous renvoie aux travaux notamment de cette équipe. Alors je crois qu'en plus on ne voit pas très bien, mais en gros, il y a ici, le facteur déclenchant est assez souvent infectieux, donc en fait il y a probablement un mimétisme moléculaire avec des anticorps antiphospholipides qui vont se lier aux cellules endothéliales, ce qui entraîne toute une réaction toute une cascade intracellulaire et qui va conduire à la production des cytokines qui conduisent à l'agrégation plaquettaire schématiquement et donc de la microthrombose qui peut toucher absolument tous les organes. D'où la présentation clinique qui peut être vraiment extrêmement variable. Alors là, c'est vraiment difficile pour vous, c'est que ça peut être inaugural dans la moitié des cas. Donc là, vous avez un vrai rôle à jouer parce que vous pouvez avoir un jeune patient qui arrive en réa pour une MAT avec défaillance multiviscérale, qui n'est pas connu comme ayant un syndrome des antiphospholipides, donc pour lequel vous n'avez pas immédiatement la biologie antiphospholipide, sauf si par chance il a un TCA allongé parce qu'il a un anticoagulant circulant fort qui est présent dans le TCA. Mais du coup, vous avez un diagnostic à faire parce que le fait de faire le diagnostic et de mettre en route les traitements va changer le pronostic du patient. Quand c'est connu, c'est évidemment beaucoup plus facile. Alors, dans un peu plus de la moitié des cas, on a un facteur déclenchant qui est donc assez souvent une infection, mais qui est aussi souvent iatrogène, de la chirurgie, un relais AVK qui ne s'est pas bien passé, un INR trop bas, la grossesse, là on a eu pas mal de cas comme ça. La présentation clinique, là c'est schématiquement tout ce qu'on peut avoir. Retenez que ça touche tous les organes. Classiquement, c'est surtout cœur, poumon et rein, mais enfin tout peut être touché, mais c'est les 3 principaux organes touchés. Et vous avez des manifestations cliniques qui vont résulter des thromboses donc dans tous les territoires et des manifestations du CIRS, bien sûr.
Alors, pour le rein, globalement, c'est de la MAT, une néphropathie antiphospholipide dans une forme aiguë, donc hypertension, protéinurie, qui peut être importante, mais qui peut être aussi 0,5 g par 24 heures, et une insuffisance rénale qui va être rapidement progressive. En quelques jours, le patient peut nécessiter d'être dialysé. Vous avez d'autres manifestations possibles, mais moins fréquentes dans le contexte de syndrome catastrophique des antiphospholipides. C'est moins le problème. Au plan cardiaque, l'atteinte myocardique, elle est franchement fréquente. C'est une insuffisance cardiaque qui peut être évidemment très sévère. Vous avez aussi des patients qui vont faire une atteinte des plus gros vaisseaux, ce qui est possible. La troponine est souvent augmentée, mais pas toujours. L'échographie, évidemment, va vous montrer une altération de la fraction d'éjection plutôt diffuse. Et puis, si vous faites une IRM, vous pouvez avoir des images intéressantes, mais c'est plus iconographique qu'autre chose. Plusieurs patients ont été sauvés par des ECMO dans ce contexte. Le poumon, alors là vous avez des atteintes qui sont aussi très diverses avec un STRA bien sûr qui est possible, l'hémorragie intra-alvéolaire, donc là aussi c'est de l'hémorragie intra-alvéolaire avec potentiellement 20 000 plaquettes que vous allez traiter par des anticoagulants, c'est le seul moyen que le patient s'en sorte, des embolies pulmonaires possibles, et puis bien sûr les diagnostics différentiels, c'est parfois difficile s'il y a un contexte d'infection déclenchante, etc., de faire la part des choses. Il y a deux situations pour lesquelles il faut être très alerté sur le syndrome catastrophique des antiphospholipides. C'est votre patient qui a un syndrome des antiphospholipides connu et qui développe un syndrome de détresse respiratoire aiguë. Donc là, jusqu'à preuve du contraire, il a un CAPS. Et puis c'est aussi le patient qui a un lupus avec de la biologie antiphospholipide, qui n'a jamais thrombosé, et qui fait une hémorragie intra-alvéolaire. Donc là, vraiment, gros niveau de méfiance sur la partie syndrome catastrophique des antiphospholipides. Et ce qui change complètement le traitement. Au plan neurologique central, c'est fréquent aussi, souvent des patients qui vont être confus, qui ont une atteinte diffuse, des troubles de la vigilance, vous pouvez tout avoir. Ils peuvent faire d'authentiques AVC. Ils peuvent aussi avoir, on a quelques patients qui ont un tableau de presse, alors qui n'est plus vraiment du syndrome catastrophique, c'est le diagnostic plutôt différentiel. Et puis, il y a une manifestation à laquelle, que vous êtes obligé de connaître. Ça va être le patient, donc, mettons qu'il y a un syndrome des antiphospholipides connu, qui va pas bien, qui a des signes cutanés, qui a une insuffisance rénale, qui est hypertendue, qui a la thrombopénie, bref, qui a ce tableau de CAPS qui vous va bien. Et puis, ça va de moins en moins bien et il fait un état de choc. Donc là, vous devez impérativement penser à quelque chose. Il y en a qui ont pensé. Encore mieux s'il a des douleurs abdominales, mais ça peut franchement manquer. Le diagnostic, vous le faites ici sur l'hématome des deux surrénales. Donc hématome, en fait, c'est de la thrombose des veines surrénaliennes. La nécrose hémorragique des surrénales. Ceux qui n'ont pas fait le diagnostic sur le scanner peuvent le faire à l'autopsie. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment important parce qu'un patient qui a un CAPS, s'il n'est pas hypertendu, jusqu'à preuve du contraire, il a l'atteinte des surrénales. Okay, donc ça à rechercher et à prendre en compte pour les corticoïdes. L'atteinte cutanée, elle est importante parce que ça, c'est quand même au premier plan, ça va vous aider pour le diagnostic. C'est un livédo. Par rapport au vascularite, c'est un livédo qui va être non infiltré, donc un petit peu différent, qui est pathologique parce qu'il n'est pas bien fermé comme un livédo physiologique qu'on peut avoir, typiquement au niveau du tronc, comme ici. Et puis vous avez d'autres atteintes, vous pouvez avoir des nécroses, comme ici également, ou comme une patiente qu'on a eue plus récemment avec des lésions qui sont des fois peut-être presque un peu chroniques. Il y a d'autres manifestations assez exceptionnelles, comme une atteinte de la moelle osseuse qui va se manifester par une pancytopénie centrale. Et puis, vous avez des atteintes rétiniennes, utérines. Enfin, tout est absolument possible. La microthrombose peut être absolument dans tous les organes. Et puis, vous voyez de façon intéressante que les thromboses des macrovaisseaux, c'est vraiment pas au premier plan. Veineuses, on en a dans un quart des patients, puis artérielles que dans 10% des patients. Donc, c'est pas ça qui nous aide énormément. Alors au niveau de la grossesse, on a rapporté notre expérience. C'est quand même, pour ceux qui sont dans des hôpitaux avec une maternité, c'est des choses auxquelles vous pouvez être confrontés. C'est des tableaux qui sont très aigus. Pratiquement à chaque fois, c'est des patientes qui font un HELP ou une prééclampsie, mais souvent avec un HELP, la grossesse s'arrête, ça va mieux. Et puis là, il se repasse un deuxième événement après un intervalle libre et qui est vraiment du type syndrome catastrophique, qui peut être grave. On a 2 patientes qui ont été sauvées par l'ECMO. Et par contre, au niveau fœtal, le pronostic est souvent très mauvais quand ça se produit à 22 semaines, 25 semaines, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Alors, au plan biologique,
Au plan biologique, c'est des patients qui ont souvent une forte biologie antiphospholipide. Vous voyez que 83%, 77% ont ces anticorps-là. Les anti-bêta-2-GP1, on ne sait pas parce qu'à l'époque, ce n'était pas fait en systématique. Et puis, c'est des patients qui ont une MAT. Alors, les schizocytes ne sont pas très souvent recherchés, je pense, dans ce registre. Je pense qu'en réalité, il y en a plus souvent. Mais il y en a un petit peu. On n'est pas du tout dans un PTT. Il y en a un petit peu. Et il y a 12%, en tout cas, dans ce qui est rapporté, qui en ont. Je pense que c'est un peu plus. Les D-dimères, ils sont très élevés. Ça différencie du PTT. Souvent 8000, 10 000 de D-dimères. C'est des D-dimères normaux et un cap, ça serait vraiment extrêmement bizarre. J'ai jamais vu ça. Les plaquettes sont en généralement basses, le plus souvent par cette MAT, mais aussi par CVD, par atteinte auto-immune, tout est possible. Et il y a souvent des anticorps antinucléaires qui se promènent par là, même s'il n'y a pas de lupus défini. Les diagnostics différentiels, ça vous intéresse particulièrement. Vous avez évidemment le PTT. Ce qui vous permet de différencier un peu les deux, c'est que dans le PTT, par contre, vous avez beaucoup de schizocytes, beaucoup plus. La partie MAT va être vraiment au premier plan, la dame 13 évidemment. Les D-dimères qui vont être peu élevés dans un PTT, et puis vous n'êtes pas supposé avoir de thrombose des macrovaisseaux. La thrombopénie induite par l'héparine aussi un vrai diagnostic différentiel. Chez certains patients, c'est compliqué. La CVD, le SHU, le HELP. Et puis, on a d'autres cas de figure. On retombe un petit peu sur ce que disait Bertrand, où parfois le diagnostic différentiel est un peu difficile. Alors, le pronostic. On a ici une série de patients avec un syndrome des antiphospholipides qui ont été suivis pendant 5 ans. 1000 patients. Il y a là-dedans 1% de patients qui ont un SAPL. Un syndrome catastrophique des antiphospholipides, pardon. Eh bien, vous voyez que même s'il n'y a que 1% des patients qui ont ça, la mortalité, il y en a 10% qui est expliquée par ce syndrome catastrophique des antiphospholipides. Donc clairement, c'est une des causes de décès des patients avec syndrome des antiphospholipides. Ici, vous avez la survie des CAPS au fil du temps. Alors, on n'a pas les données plus récentes. Plus récemment, clairement, c'est plus faible. Je pense qu'on est plutôt, dans notre expérience, à 10-15% de décès, en tout cas au moment de l'épisode aigu. Et donc, c'est en train de s'améliorer, mais ça, c'est grâce à vous et à ce que vous faites en réanimation. Alors, le traitement. Le traitement, voilà, c'est ça. Le registre, vous voyez que tout est rapporté. Il n'y a absolument aucun essai randomisé, il n'y a rien du tout. C'est donc du registre, les gens disent ce qu'ils ont fait, et puis on essaye de regarder ce qui marche. Alors, ce qui a été conclu, que ce qui marche, clairement, c'est les anticoagulants. S'il y a un truc à faire, c'est des anticoagulés. Et effectivement, il faut les anticoaguler, même s'il y a 20 000 plaquettes, même s'il y a de l'hémorragie intra-alvéolaire, de l'hématome des surrénales, entre guillemets, qui a eu un hématome rétroplacentaire récemment, tous ces noms avec hématome dedans ou hémorragie, qui sont en fait des manifestations thrombotiques. Les corticoïdes sont très importants, et soit échange plasmatique, soit IgIV. Alors les anticoagulants, donc comme je l'ai dit, même si il faut les mettre, quoi qu'il arrive, sinon les gens décèdent. Le seul cas où on est complètement embêté, c'est quand il y a un hématome intracérébral, une hémorragie. Voilà, donc là c'est des situations absolument catastrophiques, mais hormis ce cas de figure très particulier, on les anticoagule. On les anticoagule par HBPM parce qu'on a les AVK dans ce contexte, c'est souvent difficile au départ, ou HNF quand il y a l'insuffisance rénale. Et on met des AVK dès qu'on peut, parce que c'est des malades qui sont globalement mieux sous AVK que sous héparine. Vous ne les surveillez pas sur le TCA, bien sûr, parce que vous pouvez avoir des patients qui ont un TCA spontanément allongé à cause de l'anticoagulant circulant. Et malheureusement, moi j'ai déjà vu une patiente qui a été amputée parce qu'elle avait une thrombose périphérique traitée par héparine et puis réglée sur le TCA. Et donc en fait, elle était totalement sous-traitée parce que son TCA spontané était déjà à 2 fois la normale. Et du coup, ça s'est étendu. Les corticoïdes, on le donne parce que le rationnel, c'est de traiter le CIRS, voire un lupus s'il y a un lupus associé, qu'il n'y a pas toujours, hein. Alors là, rien n'est codifié, il n'y a pas d'essai, on fait ce qu'on veut. Globalement, on met des bolus de solumédrol, 1 gramme x 3, mais c'est totalement empirique. La durée est courte, s'il n'y a pas de lupus, vous mettez que 1 semaine, 10 jours, 15 jours de traitement pour passer la phase aiguë. Quand ils vont mieux, vous les baissez, vous les arrêtez, sans oublier de vous être assuré qu'il n'y a pas d'insuffisance surrénalienne derrière, sinon vous les substituez. Mais la dose de corticoïdes la durée de corticoïdes doit être brève, parce que sinon après on va tomber dans les complications sans bénéfice. Si votre patient est sous AVK et que vous faites des bolus, je me permets de rappeler un travail qu'on avait fait il y a maintenant longtemps. Il y a une grosse potentialisation. Tous nos patients, on avait inclus 10 patients de suite qui montaient leur INR, pour certains à plus de 20. Là, quand ça fait 20, on s'est arrêté au 10e patient. Et il y a une grosse potentialisation, donc faites attention s'ils sont sous AVK. Les échanges plasmatiques, alors là, c'est plutôt avec du PFC. Au départ quotidien, si le tableau est vraiment grave, puis on les espace, alors de façon à nouveau totalement empirique, je ne peux pas vous donner de schéma, c'est vraiment fait comme on le sent. On va choisir les échanges plasmatiques, surtout si on est dans un tableau où les schizocytes sont présents.
Et puis par contre, si le patient était hémodynamiquement un peu instable, si la thrombopénie est au premier plan, ou alors en fonction des disponibilités que vous avez localement, on fera plutôt les IGIV. Et puis il y a aussi pas mal de gens qui font les deux quand le tableau est sévère. Vous faites échange, vous passez vos IGIV dans la foulée, et vous faites un échange 48 heures après. L'aspirine, alors ça c'est pas tellement marqué dans les recommandations, mais clairement on pense que c'est un vrai intérêt de mettre de l'aspirine assez tôt, comme on fait dans d'autres choses. Le cyclophosphamide, l'endoxan, n'a d'intérêt que s'il y a un lupus actif à côté pour traiter le lupus actif, qui a pu déclencher le CAPS. Mais sinon, si vous avez un syndrome des antiphospholipides primaire, c'est-à-dire sans lupus, l'endoxan est délétère, ça altère le pronostic, donc c'est pas du tout un traitement. Donc là, on se différencie un peu des vascularites. Le rituximab, alors, pourquoi pas, notamment s'il y a une thrombopénie profonde. Il y a des données du registre qui ont été rapportées avec 20 patients. Les 3/4 ont guéri avec le rituximab. C'est des plutôt sévères, donc ça marche peut-être, mais bon, c'est des données aussi qui valent ce qu'elles valent. L'éculizumab, l'anticorps monoclonal dirigé contre la fraction C5 du complément, il y a quelques données qui ont été rapportées, notamment en prévention du CAPS chez des patients qui étaient transplantés rénal, voire en traitement du CAPS avec 2-3 cas où ça a eu l'air de marcher. Nous, on l'a utilisé sans efficacité aucune. Ça coûte cher. Enfin, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête, mais je ne suis pas du tout sûre que ça soit à mettre rapidement. On traite le facteur déclenchant quand il y en a un, et bien sûr, toute la prise en charge réanimatoire est essentielle. Et je terminerai juste en disant qu'il y a également un traitement préventif qui est très important, mais qui vous concerne moins. Mais c'est des patients qui doivent sortir en étant pris en charge par des internistes qui connaissent bien et qui vont du coup éduquer le patient, parce que c'est des patients chez qui ça peut recommencer. Il faut notamment qu'on traite précocement les infections en faisant attention aux interactions médicamenteuses avec les AVK et des antibiotiques, qui doivent être bien vaccinés contre tout. Les grossesses doivent être prises en charge très particulièrement, etc., etc. Et on n'arrête jamais les AVK chez ces patients sans faire de relais. Et même avec un relais, on se méfie parce qu'ils peuvent être graves à ce moment-là. Ah, j'ai 2 diapos sur les take-home message. Donc, bon, ça, je vais aller vite. Vous, le message à retenir pour vous, quand c'est révélateur, qu'est-ce qui doit vous alerter devant un patient qui a une défaillance multiviscérale et une MAT? Eh bien, s'il y a un antécédent de perte fétale chez une femme, ça, vous devez quand même vous poser des questions, ou de HELP, etc. Si vous avez la notion quelque part d'un TPHA-VDRL dissocié, alors ça se fait moins, il n'y a plus le service militaire, mais enfin, des fois, on le sait chez les malades, notamment celles qui ont été enceintes, elles le savent. Si le TCA est spontanément allongé, ça c'est un très bon élément. Si vous avez des anticorps antinucléaires, parce que ça on les a des fois plus vite que la biologie antiphospholipide. Et puis si vous avez une MAT, finalement avec peu de schizocytes et des délimères très élevés, avec une thrombose périphérique, vous devez bien sûr avoir un haut niveau de suspicion. Je vous remercie. Nathalie, merci. On a le temps pour 2 ou 3 questions. Concernant l'héparine, parce que souvent on a des plaquettes qui sont effondrées, et c'est quand même bien des posologies curatives, hein, ouais. Parce que sinon on perd les malades. Hein, ouais. Alors il arrive qu'on transfuse en plaquettes, dans certains cas, pour passer le cap, voilà. Et puis là on va vite faire des IGV pour essayer de faire remonter. Mais je vous dis, tout est empirique hein, là-dessus. Oui, Alexandre Boyer-Bordeaux. Redites-nous quand même pourquoi ou quel est le substrat physiopathologique pour échanger avec du plasma par rapport à de l'albumine, rebondir un petit peu sur la question qui avait été posée à l'orateur précédent. Oui, alors c'est des patients qui ont... C'est-à-dire que comme on va pas mal les échanger, après on va augmenter leur risque hémorragique, enfin c'est ce qu'on dit, si on n'apporte pas un peu de PFC. Et donc au départ, on met du PFC pour ce risque hémorragique, parce que c'est comme des patients thrombopéniques qu'on anticoagule, et puis après on fait un mix entre les deux. Voilà. Mais bon, Tu as beaucoup insisté donc sur la nécessité de maintenir les anticoagulants, même chez un patient qui a une hémorragie intra-alvéolaire avec une thrombopénie. Il a été rapporté au cours du syndrome des antiphospholipides des hémorragies intra-alvéolaires relativement isolées qui seraient en rapport avec peut-être de la vascularite pulmonaire. Et il y a un papier récent dans Arthritis où ils disent qu'il faut arrêter les anticoagulants. Donc quelle est ton expérience de patients ayant un syndrome des antiphospholipides qui développent un tableau d'ARDS avec de l'hémorragie intra-alvéolaire et qui n'ont pas un tableau de syndrome catastrophique? Est-ce que tu en as déjà vu et qu'est-ce que tu penses de ces publications? Oui, alors on a plutôt dans le lupus en fait. On a des patients qui font le lupus et que l'hémorragie intra-alvéolaire. Et là, c'est vrai qu'on est franchement embêtés et là, on va plus traiter par corticoïdes immunosuppresseurs, tout en ayant vraiment en tête la possibilité d'un CAPS. Après, des SAP, donc clairement, SAPL avec hémorragie intra-alvéolaire, jusqu'à preuve du contraire, c'est du CAPS. Enfin, en général, ils ont du CAPS quelque part, quoi.
Et on n'a vraiment pas envie d'arrêter les anticoagulants. Enfin, moi, j'ai été élevée par Jean-Charles Piette, hein, et qui fait un topo demain là-dessus. J'ai vu ses diapos et il continue à dire ça. Enfin voilà, on est là-dessus. Ok, merci beaucoup Nathalie. On va enchaîner avec l'orateur suivant.